Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bordeaux, à la maison pour cette arrivée de la 7e étape du Tour de France entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Une étape 100% sud-ouest, une étape 100% François Père Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, ça faisait plaisir de revoir Mont-de-Marsan, hein. Ça fait longtemps que j'y suis plus allé et là, tu vois, ça me manquait. Quand j'ai vu les arènes, tout ça, ça fait quelque chose quand même. Ouais, on était à la maison, on a des attaches particulières à Mont-de-Marsan et puis moi j'habite à Bordeaux. Donc ce soir, de retour à la maison, voilà, ça va faire du bien FP pour une arrivée pour sprinter aujourd'hui. Donc à Bordeaux, une arrivée qui fait parler, on en parlera donc dans ce podcast. Toi, allez, en introduction, t'en as pensé quoi de cette étape? Est-ce que tu t'es ennuyé? En fait, c'est particulier parce que comme tu l'as dit, moi je parle, on va dire sentimentalement, je suis attaché à ce coin de la France, donc quand il y a des villages, des villes que je connaissais, j'étais trop bien, mais honnêtement le spectateur lambda il s'est un peu ennuyé quand même quoi. Puis voilà, on s'attendait à cette course, c'est-à-dire que les sprinters ont laissé partir Simon Guglielmi d'Arkea Samsic pendant un petit moment. Il a été rejoint je crois à 80 km de l'arrivée par Pierre Latour de la Total par Nance Peters d'AG2R Citroën. Après voilà, l'échappée a été, c'est Pierre Latour le dernier qui a résisté jusqu'aux 5 derniers kilomètres, mais voilà, ils ont joué avec ça. Honnêtement on s'attendait à une arrivée au sprint, c'est Philipsen qui gagne, tu l'as dit, ça va faire débat, on va en parler tout à l'heure, mais ouais voilà, globalement c'était pas une super étape, je parle pour le spectacle, mais voilà, le sprint était intéressant à analyser. T'en as pensé quoi toi depuis le bord de la route? Bah écoute, depuis le bord de la route, alors moi j'étais à Bordeaux à l'arrivée, je suis arrivé en milieu d'après-midi. Bon, c'est une étape classique de plat. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot. Il y a eu des échappées. Alors elle a mis du temps. On va dire que la formation finale de l'échappée a mis du temps à arriver. Tu vois ce que je veux dire? Le visage final de l'échappée a eu du temps, a mis du temps. Il y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un. C'est Simon Guglielmi quand même au départ. Exactement. Voilà, c'est pour ça. C'est que t'as Guglielmi, t'as quand même des gars qui tentent d'aller avec Guglielmi, qui se relèvent derrière. Ouais, et puis ensuite, après, ça repart. Je crois que c'est après le sprint intermédiaire que ça repart. Et ensuite, voilà, t'as ces trois échappées avec Peters, Guglielmi et Latour. Et puis l'arrivée pour sprinter classique à Bordeaux, on s'y attendait, même si dans le final, si les organisateurs du Tour voulaient vraiment rajouter de la difficulté, ils auraient pu autour de Bordeaux avec quelques côtes intéressants, mais ils ont filé tout droit au bord de la Garonne pour aller jusqu'à la capitale de Nouvelle-Aquitaine. Et au final, on a quand même une belle arrivée pour sprinter où c'était vent de dos, ça allait à 10 000, vraiment c'était impressionnant. Et donc on a eu cette victoire de Jasper Philipsen, encore une fois la 3e victoire de Jasper Philipsen. FP, le podium, ton podium du jour donc pour cette arrivée à Bordeaux de la 7e étape du Tour de France 2023. Alors moi je dirais d'abord regret, alors j'espère pas regret éternel pour Mark Cavendish et la 35e victoire, hein, il aurait dépassé Eddy Merckx, parce qu'honnêtement voilà pour moi, et ça rejoint mon deuxième point, Philipsen ne doit pas gagner, je suis désolé. Alors après peut-être que je ne suis pas un expert des règlements et visiblement non, puisque on va dire que c'est l'écurie Intermarché et puis tu n'as pas raison. Et puis Astana, visiblement non d'après les commissaires, mais ils ont analysé le sprint à nouveau et ils ont dit que Philipsen n'avait pas changé de trajectoire. Moi je suis désolé, quand on regarde depuis la vue d'hélicoptère, c'est flagrant. Alors oui, peut-être qu'un sprint c'est compliqué, etc. Mais on entendra en fin de podcast, hein, tu as été voir, c'est Jean-François Boulard, hein, c'est ça le directeur, le manager. Jean-François Bourlard, exactement. Le boss Bourlard, pardon. Chaque fois je dis Boulard, mais c'est Bourlard, oui, effectivement. Je sais pas pourquoi je l'appelle Boulard. Il n'a pas du tout le Boulard. Il n'a pas du tout le Boulard, c'est un mec hyper gentil. On a pu discuter avec lui. Voilà. On en parlera dans quelques instants, mais voilà, pour moi il change de trajectoire, c'est mon point 2, et mon point 3 c'était merci aux Français, quoi. Merci à Simon Guglielmi d'avoir fait vivre une échappée, et merci à Pierre Latour aussi. Alors Nance Peters on ne l'oublie pas, mais Pierre Latour d'avoir tenu le plus longtemps possible, et effectivement s'il y avait un rouleur encore avec lui, peut-être que ça aurait pu aller au bout, parce qu'avec tous ces ronds-points quand tu arrivais vers Bordeaux, Floirac juste avant, ça aurait pu être intéressant pour une échappée de gros rouleurs. Malheureusement il était tout seul et un peu en bout de course, donc voilà, merci à eux. Et toi ton podium du jour Guillaume? Le podium du jour, c'est que en numéro 1 Philipsen imbattable. On reviendra sur la régularité ou non de ce sprint, mais encore une fois les Alpecin de Koenig s'en sont sortis. Van Der Poel a fait un travail de dingue encore.
et ils la mettent au fond. Voilà, troisième sprint, troisième victoire pour Philipsen. Le point numéro 2, c'est que Cavendish passe pas très loin. Regret éternel peut-être pour Mark Cavendish après cette deuxième place, et je peux comprendre la colère aussi d'Alexandre Vinokourov, parce qu'il y a Jean-François Bourlard et il y a aussi Alexandre Vinokourov qui ont porté réclamation sur cette étape-là. Donc voilà, Mark Cavendish qui passe pas très loin, mais on sent qu'il est bien, depuis le début de Tour de France. Je crois que sa pire place au sprint, ça doit être 6ème, c'est à Bayonne il me semble, sa 6ème place, il fait 5ème à Nogaro je crois, et donc 2ème ce soir à Bordeaux. Et puis le troisième point, c'est que les échappés, il y a eu une tentative d'échapper et que de toute façon c'était voué à l'échec. Donc vous pourrez écouter plus tard dans ce podcast notamment Nance Peters qu'on a pu rencontrer, et qui dit très clairement: bon voilà, on est parti, on savait qu'on n'allait pas aller au bout, mais on s'est fait plaisir entre potes, quoi. Voilà. C'est ça, puis il précise même qu'il s'est pris au jeu à la fin. C'est vrai que tu peux te dire à un moment, pourquoi pas, tu sais, oui. avec le final un peu tortueux, avec ses ronds-points, tu peux, et puis avec un vent dans le dos qui était très fort pour même les échapper, ça peut t'aider dans ces moments-là, quoi. Bien évidemment. Bon, FP, on va commencer par le premier point. Alors, quel est le premier point pour toi auquel on doit parler? C'est quoi? Philipsen imbattable ou Philipsen doit être déclassé? Moi je trouve que c'est alors c'est lié. Alors moi je voulais parler d'abord du sprint, de la régularité. Ouais, le sprint pour moi c'est ça la question, la régularité quand même de ce sprint, parce que oui il est imbattable, tu as raison, Van Der Poel le dépose magnifiquement bien, il est même un peu court d'ailleurs, il le dépose presque trop tôt parce qu'il lui lance un regard. Ouais. C'est pour ça que Philipsen s'arrête presque et après il déboîte, et ça va lier avec la régularité de ce sprint, parce que moi il faut qu'on m'explique alors qu'est-ce qui est irrégulier dans un sprint. C'est quand on change sa trajectoire. Alors oui j'entends bien que parfois dans un sprint on passe, je sais pas, de la gauche de la route vers le centre, parce que oui, on sprint et on va très vite, et puis oui, ça je peux comprendre, on frotte un peu, on touche l'épaule peut-être de l'adversaire, ou en tout cas on le frôle, ça je peux entendre. Il y a plein de sprints où c'est serré mais ça passe. Attends, il est à gauche au départ, quand il commence son sprint et il est déposé par Van Der Poel, il termine à droite de la route et il passe devant Benaï Girmay de la Intermarché Wanty-Gobert, et oui, il le gêne pour son sprint, parce que même si Benaï Girmay peut-être passait pas devant, mine de rien, il lance son sprint, il est lancé, on sait pas ce qui peut se passer. Et mine de rien, si Girmay s'arrête pas, c'est comme Van Aert il y a quelques jours, quand Philipsen gagne aussi, là il n'y avait pas d'irrégularité. Van Aert s'arrête, là Girmay s'arrête aussi, et je suis d'accord, moi avec Girmay quand il fait ce geste de la main, pour moi Philipsen, là non, là c'était trop en fait. C'est que là, dans l'étape, donc faut que je me souvienne, je sais plus quelle est arrivée, quand il passe devant Van Aert, voilà, il l'a pas, mince, c'est où? C'est à je cherche à Bayonne. C'est à Bayonne lundi. Voilà, c'est à Bayonne lundi. Quant à Bayonne, Philipsen gagne, c'est normal, la trajectoire elle change mais trop légèrement, et c'est presque plus les barrières qui sont mises en cause. Là non, là je suis désolé, Philipsen doit être déclassé, ou alors je ne comprends pas la règle et il faut me la réexpliquer. Voilà. Je suis pas forcément d'accord. Je vais me faire l'avocat du diable volontairement. Je suis pas forcément d'accord, même si au fond de moi, voilà, je suis très factuel. La victoire, l'UCI a dit que, donc l'UCI a raison. À vous, t'étais dans les bureaux. T'étais dans les bureaux de l'UCI, à vous, Guillaume. C'est moi qui ai validé la décision en dernier lieu, bien évidemment, FP. Non, mais je dis ça avec le sourire, mais au-delà d'être factuel, pour moi, alors. C'est pas vraiment une vague, c'est un changement. Après tu vas me dire oui, je vais te dire c'est un changement de trajectoire. Et là FP tu vas me dire quoi? Oui mais changement de trajectoire c'est puni par la règle. D'accord. Sauf qu'il y a un changement progressif de trajectoire, non pas alors que Philipsen est en tête et qui va se faire doubler. Non, Philipsen va prendre la route de Cavendish qui a pris la tête du peloton sur la droite. Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'est pas déclassé, c'est parce qu'il va chercher la roue donc de Jasper Philipsen, de Mark Cavendish, pardon, pour ensuite le déboîter et aller l'emporter en se remettant au milieu de la route. Et Benaï Girmay, ok, l'Intermarché porte réclamation, Jean-François Bourlard, que vous pourrez écouter à la fin de ce podcast, porte réclamation, d'accord. Mais Benaï Girmay n'est pas non plus à dans une survélocité, dans une survitesse où il va déboîter tout le monde et aller l'emporter. Benaï Girmay progressivement remonté pour se mettre dans la roue de Mark Cavendish. Et là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, il s'est fait doubler par Jasper Philipsen, qui certes est passé légèrement du milieu, pas légèrement, il est passé du milieu à la droite de la route, mais il y a eu tout simplement Jasper Philipsen qui était placé, qui avait de la vitesse, qui allait rattraper la roue de Mark Cavendish pour ensuite le déboîter et l'emporter. Donc pour moi,
Pour moi, l'UCI a eu raison de ne pas le déclasser. Je te dis pas que je suis à 100% derrière l'UCI par rapport à ça, même si j'ai pris la décision dans leur bus. Mais non, voilà, il y a eu pire. Il y a eu pire. En fait, il faut savoir doser. C'est-à-dire qu'il y a eu des déclassements. Il y a eu des déclassements pour pire, mais parce que ces déclassements étaient logiques. Là, pour moi, il y a eu peut-être une légère irrégularité, légère. Il y a eu un petit peu une vague, une mini vaguelette. On est sur les côtes de l'Atlantique, tu vas comprendre. Ouais. Mais il y a eu changement de trajectoire, mais pour moi, pas jusqu'à déclasser Jasper Philipsen. C'est un sprint aussi, c'est une bataille. Hein. On s'accroche au roue. Alors, il faut faire attention à la sécurité des coureurs, mais quand même. Mais voilà, c'est ça. Oui, voilà, il faut faire attention à la sécurité des coureurs, mais pour moi, là, on va trop loin. C'est mon avis. Juste une précision d'ailleurs pour Mark Cavendish sur ce sprint, il a fait un sprint de costaud, il faut le dire. Hein. Oui. Franchement, on a retrouvé un grand Mark Cavendish, ça fait plaisir, et vraiment on aurait tellement aimé qu'il batte ce record d'Eddy Merckx, quoi. Désolé pour nos amis belges, mais voilà, qu'il méritait la 35e victoire. Petite précision, il a eu deux sauts de chaîne sur le sprint, il l'a précisé après, et donc évidemment ça rajoute à la déception, et c'est pour ça qu'on le voit se rasseoir à un moment donné quand Philipsen le dépasse aussi, parce qu'il a ce saut de chaîne. Voilà, donc c'est compliqué pour lui. Et puis une précision aussi, je trouve importante, c'est que Cavendish, pourquoi il ne gagne pas aujourd'hui? Alors peut-être qu'il aurait pu se battre un peu plus longtemps avec Philipsen sur ce sprint malgré l'irrégularité. Clin d'œil à toi, Guillaume. C'est que Cavendish il est très mal placé lors des 3-4 derniers kilomètres. Sur les ronds-points, Astana, c'est une masterclass de mauvaises décisions. Tout à gauche, à chaque fois il fallait remonter Mark Cavendish. Non, voilà, franchement là, l'Astana, le roadbook a mal été étudié ce matin, j'ai l'impression. Après c'est difficile de se placer, pourtant, mais Mark quand même. Mark Cavendish a vraiment montré de très belles jambes. Aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant ce qu'il arrive à faire, parce qu'il prend la tête quand même, il prend la tête du peloton, mais un poil trop tôt au final. Il a ce souci technique, mais il prend la tête un poil trop tôt, et il se retrouve trop tôt devant, en fait, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Et je pense que son saut de chaîne intervient sur le passage pavé devant la fontaine de la place de la Bourse. Je pense que son saut de chaîne arrive à peu près vers là, ou alors peut-être légèrement après, parce que cette route est vraiment en mauvais état là, dans le centre-ville de Bordeaux. Je te dis ça parce que je connais bien, voilà, je suis pas expert en route des 3000 et quelques kilomètres du Tour de France, mais il a pas pu, je crois qu'il a voulu rajouter une dent ou enlever une dent, je sais plus, et à un moment donné tu sentais qu'il enlevait trop gros, il avait trop gros, il a pas pu fournir ce deuxième effort après avoir pris la tête du peloton, et c'est mon deuxième point, parce qu'au final Mark Cavendish, tu sens qu'il est bien, tu sens vraiment qu'il est bien. On avait encore vu avec Vinokourov au départ ce matin de Mont-de-Marsan, tu sentais que voilà, c'est tout pour Mark Cavendish dans ce Tour de France. Le but est vraiment de le faire gagner sur ce Tour de France. Ils ont tout misé sur lui, quitte à mal l'emmener dans le final. Et d'ailleurs, une petite scène que j'ai pu voir ce matin, c'était assez sympathique, je te glisse ça à Mont-de-Marsan, c'est qu'en fait Mark Cavendish, à un moment donné, il revient au bus et il surveille l'arrivée de Julien Alaphilippe au bus Soudal Quick-Step, qui est juste en face de celui de chez Astana. Il surveille l'arrivée d'Alaphilippe, et en fait la femme de Mark Cavendish était là avec ses enfants. Il voit Alaphilippe arriver, il prend ses gosses, il court limite vers le bus Quick-Step, il prend par l'épaule Alaphilippe derrière lui, et il fait Julien et tout, bon vite fait, tu fais une photo, on fait une photo ensemble avec mes gamins et tout. Et les gamins de Mark Cavendish sont fans de Julien Alaphilippe, et du coup ils ont pu faire la petite photo au départ de Mont-de-Marsan ce matin. C'était vraiment une image très sympathique. Ils ont bon goût, les enfants de Cavendish, mais ça m'étonne pas. Bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais oui, après sur Cavendish, on espère qu'il gagnera sa 35e victoire d'ici Paris. La frustration, c'est vrai qu'il n'est pas emmené en fait comme avant. C'est vrai qu'il manquerait presque Marc Renshaw, qui est venu conseiller Astana. Il faudrait qu'il reprenne un vélo et puis qu'il l'emmène là, ce serait plus pratique. Mais normalement, Kesbold devrait le faire. Kesbold devrait avoir la qualité de sprinter pour pouvoir emmener Mark Cavendish comme ça dans le final. Bon, après, il faut quand même pas oublier que tu as 10 équipes qui veulent jouer le sprint et la victoire, donc tu as 10 trains de sprinters, et donc pour se placer, c'est compliqué, sachant que dans ce final de l'étape de Bordeaux, c'était étroit, c'était pas aussi large qu'à Nogaro, que du moment où les coureurs étaient à 2-3 km de l'arrivée, après être rentrés vraiment dans l'agglo bordelaise, au moment de passer sur le pont Saint-Jean sur la Garonne, et de tourner ensuite, de redescendre sur la droite et d'aller dans les 2 derniers kilomètres là, il y a eu rideau en fait. Les Jumbo ont fait le travail pour bien placer Vingegaard devant le peloton avec Laporte devant lui, et puis du moment où Vingegaard était bien placé, ça fait rideau, tu avais 4 équipes de
fond limite en tête du peloton, donc là pour remonter c'était impossible. Ouais, sans compter qu'il n'y avait pas les jumbo aujourd'hui qui sprintaient, hein. Van Aert était crevé de la veille, il a dit moi je fais pas le sprint, et Christophe Laporte était là pour bien placer Vingegaard et il faisait pas le sprint non plus, donc il y a une équipe qui était un peu en moins dans ce sprint massif à Bordeaux. Guillaume, on passe à la suite, peut-être juste une précision, Luca Mozzato 4ème aussi, belle surprise du jour pour l'équipe Arkea quand même, hein. Ouais, très belle surprise, Luca Mozzato. L'équipe Arkea Samsic a misé sur lui en le recrutant après l'arrêt de la BNB Hotel. Et d'ailleurs, très bien emmené par Mathis Louvel, hein, aussi, hein, au passage. Oui, exactement. Mathis Louvel qui a fait un très très bon boulot de poisson pilote. 11e, hein, il est 11e de l'étape, exactement. Pour la petite information, c'est que Arkea Samsic devrait retrouver le sponsor BNB Hotel en sponsor en sponsor titre de l'équipe la saison prochaine pour 2024, et qu'Arnaud Desmar est annoncé dans cette équipe Arkea Samsic BNB Hotel pour la saison prochaine. Pour la rumeur du moment, ça on referme la parenthèse, mais Luca Mozzato, ouais, la saison dernière il était régulièrement dans le top 10 des sprints massifs de ce Tour de France, et aujourd'hui en fait chez Arkea Samsic, ouais, il est entouré, on mise sur lui, il se jauge en tout cas en début de Tour de France. On avait pu discuter avec, et notamment ce matin on a pu discuter avec Arnaud Gérard, directeur sportif de l'Arkea Samsic, et Luca Mozzato il est encore en phase de découverte avec son équipe pour comment travailler ensemble dans le final notamment, et là il a failli la mettre au fond, il est très bien placé, il va faire 4ème, et tout comme Biniam Girmay 3ème aussi, c'est son meilleur résultat sur ce Tour de France. Il était un peu en retrait sur les derniers sprints, et là il vient faire un très bon résultat. Mais quand tu regardes, allez, je vais même te dire le top 15 de cette étape là, je vais te le faire dans l'ordre très rapidement. Le top 15, tu vas voir le niveau, le level un peu. Philipsen, Cavendish, Girmay, Mozzato, Groenewegen, Meus, Baos, Coquard, Christophe, Pedersen, Louvel, Teunissen, Welsford, Abrahamsen et Fabio Jacobsen 15e de l'étape. C'est vraiment un sprint de très très haut niveau, et de toute façon le plateau des sprinters sur son Tour de France est d'un niveau incroyable. Effectivement, ouais, c'était un sacré niveau, puis encore un beau top 10 de Brian Coquard aussi, la Cofidis, qui était un peu moins bien placé que les sprints précédents, mais on va dire que ça se jouera plus demain pour Brian Coquard. Le coq, on l'attend à Limoges évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Un petit mot certainement aussi sur les échappées du jour, hein, parce qu'on en a parlé dans notre podium. Merci d'avoir tenté. Les deux. Ouais, c'est ça, merci d'avoir tenté. Alors Simon Guglielmi, c'est plutôt ça, effectivement, merci d'avoir tenté. Il a montré le maillot, et puis il a été courageux d'aller tout seul en plus sur ces longues lignes droites dans les Landes vers la Gironde. C'est jamais très agréable, je parle pour le spectacle, hein. Mais après on a eu Pierre Latour et Nance Peters, et au final Pierre Latour, c'est là où ça me plaît un peu plus, ce Pierre Latour là, quoi. C'est offensif, qui appuie sur les pédales, et puis gros rouleur, quoi. Mais ça on le sait, et c'est vraiment un regret que Nance Peters ce soit pas, par exemple, je sais pas, un autre gros rouleur du peloton qui soit avec lui, parce que Nance Peters était un peu léger pour peut-être pousser un peu plus loin cette échappée et aller mettre un frémissement chez les équipes de sprinters. Ouais, et puis pour discuter un petit peu avec les équipes, et notamment vous pourrez entendre Nance Peters à la fin du podcast. Ce matin on a pu discuter aussi, du coup je disais avec Arnaud Gérard, ils se lancent dans les échappées, ils savent très bien que ça va pas aller au bout, et c'est vraiment ça le discours, hein. C'est qu'ils tentent, et là Nance Peters il nous dit, vous pourrez l'écouter à la fin du podcast, bon en fait on s'est chauffé un peu avec Pierre Latour, et puis on est parti entre potes là, on est parti à l'avant, et puis voilà, on s'est fait plaisir devant. Et Vincent Lavenu, que vous pourrez aussi écouter à la fin du podcast, il nous dit c'était sympa, du coup c'est 3 gars qui sont passés par le centre de Chambéry, donc c'est assez sympathique de les voir devant tous les 3. Bon voilà, c'est pas la même génération, mais alors que les tramways passent à côté de moi, voilà, on est à Bordeaux tout simplement. Voilà, le petit bruit du tramway. Non, t'inquiète, je suis sur un parking à côté, on est bien, on est dehors, on est très bien sous les arbres là. Pas encore d'orage, même si c'est annoncé au loin. Et pour revenir à l'étape, donc ouais, ils ont tenté. Guglielmi est parti seul devant, et puis au début en fait il me semble t'as une OX et tu dois avoir Burgodo, non, qui est devant, je crois. Ouais, Burgodo, Mathieu Burgodo, à qui on demande de se relever. On demande de se relever parce qu'il faut rouler pour Peter Sagan, et ouais, c'est frustrant parce que bon, après Pierre Latour le remplace dans l'échappée, mais je veux dire, quand on est Total Energy, normalement on doit mettre un coureur à l'avant parce que on a peu de possibilités, et si on n'est pas dedans dans une échappée qui va au bout, c'est un échec quand même pour l'équipe de Jean-René Bernodeau, faut avouer, hein, si un jour une échappée va au bout et que les échappées n'iront pas au bout.
dans ce début de Tour de France pour l'instant. On verra demain à Limoges. Hein. Alors voilà, on en parlera de cette étape de Limoges dans quelques instants, quelques minutes. Aujourd'hui, c'était vraiment pour les sprinteurs. Tu n'avais pas de chance pour les échapper. Et Pierre Latour, repris aux 5 km. Il est géré par le peloton, on va pas se cacher. Ça oui, mais tu sais jamais ce qui se passe. Tu sais, une chute dans le peloton, dans les 5 derniers kilomètres, c'était pas impossible. Là, vu les ronds-points qu'il y avait et vu comment ça frottait devant, c'est pour ça qu'il était repris avant. Voilà. Oui, il est repris juste après. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais les ronds-points sont avant, hein. Donc il suffit qu'une chute arrive. C'était, enfin, je veux dire, voilà, tu désorganises un peloton et lui, il avait quand même, je crois, 15-20 secondes. Pour moi, ça suffisait. Après, on souhaitait pas une chute, mais c'est des faits de course qui peuvent te permettre d'aller au bout. Et si t'es devant, t'as gagné, quoi. Ouais. Au passage, Peter Sagan 17ème, donc Burgodo a bien fait de se relever pour travailler pour lui. Ouais. Non, mais bon, voilà. Après, aujourd'hui, la Total Energy. Steph Kras qui est bien placé au classement, ça c'est à noter. Je regarde un peu au classement s'il y en a qui ont perdu du temps. Tac. Valentin Madouas a pris 4 places au classement aujourd'hui, il est 24e du général. Bon, il y en a qui se relèvent, hein, c'est normal. Hein. Pour les échappées futures. Il a pris Valentin Madouas a pris des places. Et Egan Bernal, Wout van Aert en ont perdu. Voilà, et puis Steph Kras a échangé de place avec Bilbao au classement, mais ça se joue à la place. Steph Kras est 13e du classement ce soir. Voilà, Total Energy, ils ont gagné une place à la seconde près. Ils sont dans la même seconde avec Ben O'Connor et Pello Bilbao 12-13-14. Donc voilà. Non, écoute, c'est. Voilà, l'échappée, merci d'avoir tenté. Guglielmi, il est combatif de l'étape, ça fait un peu de pépette. C'est normal. Aka Samsic, très bien, ils vont pouvoir se payer une bonne bouteille ce soir à Bordeaux. Et puis en avant Guingamp. Allez FP, ils vont faire le point classement après cette étape de Bordeaux, la 7ème de ce Tour de France 2023. Donc la victoire de Philipsen devant Cavendish et Girmay, on va pas rappeler, on a fait le top 15 tout à l'heure. Le classement général, pas de changement, mis à part ces petits échanges derrière. Mais le podium est toujours composé de Vingegaard devant Pogacar et Jay Hindley à 25 secondes et 1,34 au classement. Ça ne change pas. Le maillot blanc du meilleur jeune pour Tadej Pogacar, le maillot de la montagne pour Nelson Poles, le maillot vert pour Jasper Philipsen qui a fait le plein ce soir donc à Bordeaux avec cette victoire, et puis un écart avec Brian Cocard. Brian Cocard 127 points, deuxième du classement. Mark Cavendish troisième, 99 points, et Jasper Philipsen premier, 215 points. Bon, si Jasper Philipsen va à Paris, normalement ça peut pas lui échapper. A priori, belge. Là-dessus, on est bon pour Jasper Philipsen. Vu comment c'est parti, le classement par équipe, Jumbo-Visma en tête, FP Jumbo-Visma, meilleure équipe de ce Tour de France. FP Jumbo-Visma, meilleure équipe, 1,50 devant Ineos, et à plus de 10 minutes la Bahreïn 3ème, voilà. Ouais. Demain, étape, alors une étape pour, on va en parler maintenant, Libourne-Limoges, l'étape pour le coq, si ça va au sprint, alors on espère, et puis en tout cas, peut-être une échappée, parce qu'on va parler un peu de cette étape, donc on va dire les 2 tiers de l'étape, c'est du plat, et puis quand on arrive, on va dire, on s'approche tout doucement de Limoges, on est dans les 60 derniers kilomètres, et ben on aura des petites côtes par-ci par-là, ce sera un peu accidenté, dirons-nous, avec une côte de 3ème catégorie, la côte de Champ-Romain, et puis après on aura à l'approche du final 2 côtes de 4ème catégorie avant l'arrivée sur Limoges. C'est l'étape typique, soit l'échappée peut aller au bout, c'est vraiment, ça peut être une échappée, sinon c'est destiné à un Wout van Aert, Van Der Poel, Philipsen quand même, ou le coq qui nous surprendrait après sa 2ème place face à Kittel. C'était à longtemps maintenant, 5 ans, non 6 ans je crois, c'est même plus, hein. Il en a parlé ce matin, Brian Cocard, il nous dit à quelle date? 2017, 2013. Ah, 2015 même. Oh putain, ah ouais, d'accord. Alors je regarde. Il faudrait que je me remette. Vas-y, recherche. Mais quel est ton avis sur l'étape, toi, pour demain? Tu penses que l'échappée va au bout? Et c'était Marcel Kittel qui s'était imposé, pour info. Pour moi, l'échappée a des chances d'aller au bout. Alors, la première partie de l'étape, elle est 2016, plutôt simple, pendant 120 km. On va passer par la Dordogne là aussi. FP, je vais être à domicile, toute ma famille est là-bas. Je vais passer, le peloton va passer à 10 minutes de chez mes grands-parents. Donc là voilà, c'est pour le point famille, on termine avec ça. Mais après on va rentrer en Haute-Vienne. Et là en Haute-Vienne, on connaît les routes du Tour du Limousin. Et c'est clairement ça dans le final vers Limoges, avec le passage notamment Dour, Nazac, Chalut, l'Écart, Nexon, la
côte de Mamon à 1 km 3 à 5,5%, la côte de Condat-sur-Vienne qui a 1,2 km à 5,4%. Ces deux côtes là vont s'enchaîner en à peine 7-8 km, et puis au sommet de cette dernière côte là de Condat-sur-Vienne, on sera seulement 9 km de l'arrivée, avec donc une redescente entre guillemets, vraiment entre guillemets à Limoges. Il n'y aura pas d'altitude, mais les routes vont être escarpées et les routes vont être accidentées, et ça peut faciliter un peu une tentative dans le final. Et puis cette arrivée, il me semble, cette arrivée de Limoges qui doit être la même que celle où Brian Coquard s'est fait battre sur la ligne par Marcel Kittel, donc tu vas me redonner l'année dans quelques instants. En 2016. 2016, eh ben tu vois, voilà, on avait visé à peu près juste avec cette arrivée là près de la mairie avenue des Bénédictins, où ça va être en faux plat montant dans le final. Donc soit quelqu'un tente une échappée dans le final et peut se faire reprendre, notamment dans ce dernier kilomètre en faux plat montant, soit on va viser les sprinteurs, on va tenter d'écrémer en lâchant les grosses cuisses. Je sais pas, on peut tenter aussi de faire lâcher un Philipsen ou un Mark Cavendish, et ensuite peut-être un Mathieu Van Der Poel, un Wout van Aert qui vont tenter au Brian Coquard dans la dernière ligne droite dans cette montée. Donc il y a une possibilité pour plusieurs scénarios de course, et pour moi l'échappée du matin, s'il y a une échappée qui va au bout, ce ne sera pas forcément l'échappée du matin. Cette échappée pourra se dessiner dans les derniers kilomètres, peut-être dans les 20 derniers kilomètres. Je suis assez d'accord avec toi, c'est pour ça que c'est assez indécis demain. C'est peut-être une étape assez excitante à ce niveau, justement, parce qu'il y aura deux batailles, quoi. Une échappée le matin, il faudra que les équipes de sprinteurs devront garder une distance acceptable pour la rattraper, mais ensuite être vigilants, parce que derrière il y a une autre échappée qui peut se former. Donc à quel moment reprendre l'échappée, mais aussi quand on la reprend pas, comme tu as dit, le final ça peut être intéressant pour un ou deux coureurs qui grimpent plutôt bien et qui est assez puissant sur le final. Donc on va voir après. Voilà, on va dire que notre cœur français bat pour le coq demain, et on espère laver l'affront de la photo finish face à Marcel Kittel en 2016 du coup. mais après, sinon oui, effectivement, si un Wout van Aert a coché cette étape, il a le profil pour gagner, même si Philipsen, avec la forme qu'il a et s'il est encore emmené par Mathieu Van Der Poel, ça peut le faire, parce que Philipsen, c'est pas non plus un manchot, enfin, même les côtes là, elles sont pas trop élevées, je veux dire. Oui, allez, pronostic FP pour demain. Allez, j'ai pas envie de me porter la guigne au coq Brian Coquard, donc je vais mettre Wout van Aert, comme d'hab. Et moi je vais mettre Mathieu Van Der Poel. Ok, tu penses qu'il emmènera Mathieu pas Van Der Philipsen? Poel. Alors voilà pourquoi, parce que Philipsen, à mon avis, il peut être décroché dans le final. Et puis Mathieu Van Der Poel, il va arriver près du village de son grand-père, illustre grand-père Raymond Poulidor, où il y aura le départ de cette étape à Saint-Léonard de Noblat dimanche matin pour aller vers le Puy-de-Dôme. Et peut-être qu'il a coché cette étape. Philipsen vient d'en gagner 3. Philipsen va s'accrocher le plus longtemps possible, mais après Mathieu Van Der Poel, dans cette dernière montée, on va dire, il pourra avec son punch peut-être faire la différence. Très bien, on va voir ça demain, comment ça va se passer pour ce Libourne-Limoges. En tout cas, merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, parce que Guillaume, tu enchaînes. Et on remercie évidemment Julien d'Actu Cyclisme Féminin et Étienne aussi pour leur aide sur le Twitter et sur Instagram aussi. Donc un grand remerciement à Étienne Gourceau, qu'on entendra certainement sur le Tour de France dans Vélo Podcast, Guillaume, quand même. Oui, et puis Julien Després aussi, qu'on entendra dans Julien, pas longtemps, parce que Julien, alors pour tout vous dire, et peut-être qu'en écoutant ce podcast il va l'apprendre, mais on va se faire un débrief notamment du Tour d'Italie féminin qui se déroule cette semaine et qui doit se terminer samedi, il me semble. Donc demain, Tour d'Italie ou dimanche peut-être, on va voir, mais on fera un débrief et vous l'aurez lundi dans Vélo Podcast. Et puis le Tour de France Femmes qui va arriver, Tour de France Femmes bien sûr, où nous essaierons d'y être aussi avec l'arrivée finale à pause dernier contre la montre. Encore merci donc sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux. Les chiffres d'écoute du podcast pètent les records, on fait exploser les records sincèrement, donc voilà, regarde, on va vous le dire, on est là jusqu'à demain soir. C'est celui d'hier avec Pogacar, on est quoi, plus de 1200 tu m'as dit? Sur une journée, ouais, sur une journée on est à plus de 1200, donc pour nous c'est vraiment bien, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent, et puis demain c'est notre dernière journée sur le Tour de France, donc puisque demain soir après l'arrivée à Limoges, on va laisser les coureurs partir vers le Puy-de-Dôme, le Massif Central et des Alpes, et nous on suivra ça à distance de retour dans un format, on va dire, plus classique, un format où il n'y aura pas d'interview d'après-course, comme vous pourrez écouter dans quelques instants. Je vais vous donner la liste dans l'ordre de ceux que vous allez pouvoir écouter, avec donc Mathieu Van Der Poel qu'on a pu
rencontrer juste après l'arrivée devant son bus. Ensuite, on va enchaîner avec Nance Peters qui était dans l'échappée. Vincent Lavenu aussi qui nous a parlé un peu de ses probabilités faibles de partir dans les échappées, en tout cas que les échappées puissent aller au bout. Guillaume Martin qui nous parle un petit peu de sa gestion de la chaleur aujourd'hui. On l'a fait sur cet angle-là, sur cette idée-là. Comment ça s'est passé aujourd'hui avec le thermomètre qui a allé en plein soleil, a affiché des 38 degrés et vraiment monté très haut. Et puis à la fin, Jean-François Bourlard, le boss de l'Intermarché Circus Wanty, donc pour parler de cette réclamation qu'il a posée contre Philipsen, Jasper Philipsen, qui l'a emporté aujourd'hui à Bordeaux. FP, merci beaucoup. Merci, et puis on se retrouve demain pour la victoire du coq. Ouais, ou de Mathieu, VDP. On va voir à Limoges. Allez, si Cocard gagne, je te fais le cri du coq dans Vélo Podcast. Tu me fais le cri du coq. S'il gagne, hein, s'il gagne demain. S'il gagne, et on l'aura. Et on aura Brian Cocard dans Vélo Podcast. En tout cas, pour sûr, on aura Cédric Vasseur, parce que Cédric Vasseur, il répond toujours à Vélo Podcast. Et ça, c'est cool. Et un grand merci aux équipes de jouer le jeu aussi. Hein. Les RK Samsic, AG2R, Cofidis, Total et tout. Ils jouent le jeu de répondre aux questions dans Vélo Podcast sur ce Tour de France-là. Et c'est vraiment sympa de leur part. Allez, merci à tous et à tous de nous avoir suivis maintenant. Et puis, on se retrouve donc demain après l'étape à Limoges. Allez, ciao à tous. Allez, bonne soirée. Van der Poel, Peters, Lavenu, Martin Bourlard, c'est maintenant. Je pense qu'on a fait un très bon travail avec l'équipe. On était juste un peu trop loin de l'arrivée, déjà dans le vent. Mais j'ai roulé le plus loin possible. C'était encore un peu trop loin pour lancer son sprint, mais il est resté calme. Il a pris la roue de Kiev, je pense, et après il lui remonte, donc c'est bien. Un triplé, c'est assez rare dans le Tour de France, Mathieu. Vous prenez la mesure de ce que vous avez fait avec l'équipe? Oui, c'est quand même dans la première semaine, on a eu 3 chances avec Philipsen et on les a pris tous les 3, donc c'est unique. Même quand la préparation ne se passe pas super bien, comme vous venez de le dire, au final il y a quand même la victoire. Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, mais je pense les 5 derniers kilomètres, il ne doit presque pas faire d'efforts dans la roue, et c'est ça aussi la puissance de notre équipe. C'est peut-être un peu trop tôt, mais il arrive au sprint avec des jambes qui sont encore frais, c'est trop dit peut-être, mais il n'a pas fait trop d'efforts avant son sprint. Tu vas, je te suis, et puis c'était pas trop coûteux en énergie, voilà, jusqu'au petit GPM, on avait vraiment un vent dans le dos qui poussait beaucoup, et à 3 devant, c'était pas plus dur que dans le peloton, je pense. Je regardais le compteur, je me disais vraiment, je savais que ça servait à rien de bourriner, c'est toujours le peloton qui a le dernier mot. Et après, on s'est pris au jeu, les 40 derniers kilomètres, Pierre a accéléré dans le GPM. Et puis après, voilà, quand on est devant, on joue le jeu à fond jusqu'au bout. On savait très bien que c'était voie l'échec, mais après, voilà, c'est toujours un bon moment. On est sur Tour de France, on est devant. En plus, j'étais avec des copains. Pierre, on a été coéquipiers ensemble chez AG2R. Simon, on s'entraîne ensemble la semaine, donc c'était un bon moment entre nous. On en a rigolé un petit peu. Voilà, Simon l'a dit, une petite échappée de Rhône Alpin, c'était sympa. Quand vous partez aujourd'hui, vous dites que vous avez une chance, ou alors vous y allez pour... Non, j'y vais parce que c'est Pierre qui m'a dit viens on y va, c'est tout. Et donc voilà, après il restait 70 bornes, on n'a pas non plus fait une journée vent de face de 200 bornes pour se poncer non plus, quoi. Il y a 10 équipes de sprinteurs, donc si c'était pas Alpecin, c'était une autre. Vous savez que voilà, une fois qu'ils s'entendent à 2 devant, on fait pas le poids, on le sait très bien. Bon, Vincent, le bilan de cette journée, on a vu Nance à l'avant aujourd'hui, c'était prévu de partir dans l'échappée? Non, ils ont fait ça au feeling avec Pierre Latour, hein. C'était des anciens coéquipiers chez AG2R Mondial à l'époque. Et Simon Guglielmi qui était à l'avant était un coéquipier du centre de formation. Donc finalement ils se sont retrouvés tous les 3, des garçons qui se connaissent très bien. Voilà, donc c'était un petit challenge qui était sympa, bon, et qui finalement a duré très longtemps. Pour réussir, il aurait fallu encore un gros rouleur pour les accompagner, mais bon voilà, ce qu'ils ont tenté c'était bien, ça n'a pas réussi, mais c'était sympa. C'est un bon clin d'œil pour la formation AG2R aussi. Oui, c'est toujours bon. Nous, on n'a pas forcément de sprinter, donc on n'espère pas grand-chose sur une arrivée comme ça. Donc de tenter quelque chose à un moment donné, c'est toujours positif. Dites-moi, au début de l'étape, on a vu que Simon Guglielmi à l'avant. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit tout seul? Oui, non, c'est un peu décevant parce que c'est vrai qu'il y a 3 gars qui le suivent et puis derrière, tout de suite les gars se relèvent. Alors que le coureur de Noïc se relève, ça peut se comprendre puisque derrière il sait qu'il va être, il a un sprinter, en l'occurrence avec Christophe, et qu'on lui dise à l'oreillette, tu te relèves parce que le boulot sera pour Christophe.
Après, je pense que les deux autres qui se sont relevés, c'est un petit peu dommage par rapport à lui. Ouais, ça aurait fait amener un peu plus de piquant. Et puis, bon, Simon a été courageux, il a tenu son rang, il a tenu la baraque. Donc il faut lui rendre hommage. C'est décourageant de partir en échappée aujourd'hui sur une étape de plat au Tour de France? Oui, on le sait très bien. On sait très bien qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'étapes de sprinteurs qui sont réservées justement pour ces sprinteurs. Et quand il y en a une, ils ne veulent pas la laisser passer. On sait très bien qu'il va y avoir 4-5 équipes qui vont verrouiller la course, qui vont rouler derrière. Donc c'est plus ou moins voué à l'échec. Donc il y a toujours cette envie ou des circonstances particulières qui peuvent permettre à des coureurs de montrer le maillot ou de se lancer dans des opérations un peu particulières. Mais on sait qu'il y a très peu en pourcentage, il y a peut-être 1% pour que ça réussisse. Voilà. Demain ce sera pareil à Limoges, je termine avec cette question. Alors Limoges c'est déjà un peu plus difficile, mais c'est escarpé dans le final. C'est un peu plus escarpé. Encore une fois, je pense que les sprinteurs vont vouloir leur en découdre. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de velléité encore demain, mais bon, il y aura peut-être un peu plus de mouvement, j'espère. Merci Guillaume. Bonjour. Déjà aujourd'hui, étape pour les sprinteurs, mais comment vous avez géré la chaleur dans le peloton? Comme on a roulé à 45 de moyenne sur le vélo, c'était évidemment très chaud, mais ça restait supportable. C'est en passant la ligne que j'ai vraiment eu l'impression de toute la transpiration descendait, ou en tout cas que je me suis rendu compte de la chaleur qu'il faisait. Et on met un peu plus de temps à récupérer ensuite. Donc je pense que quand on est sur le vélo, on se rend pas tellement compte, mais malgré tout on puise dans les réserves et on doit affronter ça. Et encore une fois, heureusement que c'était une journée plate avec de la vitesse, un peu de vent. Et puis que c'était assez facile d'aller au ravitaillement aux voitures, parce que sinon oui, ça pouvait être vraiment étouffant. Est-ce que ça peut fatiguer l'organisme même sur une étape de plat? C'est sûr, parce que c'est un élément en plus à affronter, en plus de l'adversité, du parcours, et là c'est les premières chaleurs depuis un petit moment, donc faut s'acclimater. Ouais. La façon dont le sprint a été mené et la manière dont Philipsen a quitté sa ligne, mais voilà, les commissaires ne sont pas d'accord avec ce que nous on a vu, donc on a regardé les images ensemble, mais il reste sur la décision, donc c'est un peu difficile à accepter. Je pense que je vais encore en parler un peu avec l'UCI ce soir et un peu avec ASO, et voilà. En tout cas, dire mon mécontentement. Ma réaction, voilà, on n'a pas gagné l'étape, mais ma réaction c'est plus par rapport à la sécurité des coureurs et par rapport à l'avenir. Moi je ne veux plus voir des chutes comme on a vécu avec Jacobsen à l'époque, et finalement aujourd'hui, à 20 cm près, on n'était pas loin de la même chose. Hein. Et donc c'est plus pour ça qu'à un moment donné, il faut sensibiliser les commissaires et rendre les sprints un peu plus propres. Pouvez nous décrire un peu l'action et pourquoi Binyam est gêné? L'action, Binyam est sur la droite et il prend son sprint en ligne droite vers la ligne, comme il sait le faire, à 250 mètres de la ligne. Et à un moment donné, Philipsen est au milieu de la route et puis il quitte sa trajectoire, il part vers la droite et il écrase Binyam sur les barrières. Donc il est obligé de s'arrêter, de freiner, donc il perd la course. Mais surtout, il a failli tomber, il a failli faire tomber peut-être 30 ou 40 mecs derrière lui. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de démontrer aujourd'hui aussi. Les arrivées de ce Tour de France dans un sprint massif sont un petit peu dangereuses. Il y a une optimisation qui est possible. Je n'ai pas trouvé que l'arrivée était tellement dangereuse. Ok, il y a un peu de courbe, etc. Mais j'ai pas vu de mouvement dangereux jusque celui-là. Et donc c'est sûr que c'est pas facile pour les organisateurs de trouver des sites d'arrivée pour des sprints, surtout dans les centres-villes. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une arrivée correcte et il n'y avait pas de raison qu'il y ait un changement de ligne comme il y a eu. Pour rester sur du positif, Binyam monte en puissance. Oui, il monte en puissance, mais on n'a pas 10 fois l'occasion de gagner une étape sur un tour, et quand ça se passe comme ça fait pas plaisir.